Après la mort de mon mari, soudainement, je n'arrivais pas à me résoudre à entrer dans son garage, car mon mari m'avait toujours strictement interdit d'y aller. Mais quand j'ai enfin décidé de le vendre et j'ai ouvert la porte et j'ai failli crier en voyant ce qui s'y trouvait. Les tasses de thé étaient encore tièdes. Les cookies aux amandes que j'avais préparés la veille restaient intacts sur l'assiette en porcelaine. Il était 19h, l'heure exacte à laquelle Thomas Lefebvre rentrait habituellement, mais cette fois, il ne le ferait pas. J'ai fixé la porte d'entrée plus longtemps que je ne veux l'admettre, m'attendant presque à entendre le bruit de sa clé tournant dans la serrure. Mais il n'y avait que le silence, le genre de silence qui s'installe dans les os quand quelque chose est parti pour de bon. Je m'appelle Vivian Lefebvre et pendant 15 ans, j'ai cru avoir le genre de mariage que les gens enviaient. Thomas était calme, accompli, le genre d'homme qui rendait toujours une pièce plus stable dès qu'il y entrait. Il n'élevait jamais la voix. Il n'était jamais en retard. Il m'apportait des fleurs le dimanche, portait des chemises impeccables, et ne me laissait jamais m'inquiéter de l'hypothèque. Nous n'avions pas d'enfants. La vie coulait comme si nous étions deux pièces de puzzle qui s'emboîtaient simplement. Mais ce que je ne savais pas, ce que j'allais découvrir, c'est que ce puzzle avait des pièces manquantes. Et l'une d'elles était cachée dans un endroit où je n'avais jamais été autorisé à aller. Thomas est mort un jeudi. Ils ont dit que c'était une crise cardiaque. Je me souviens du visage du docteur quand il l'a dit. Gentil, répété, détaché. Infarctus massif du myocarde, a-t-il dit. Il est parti rapidement. J'ai hoché la tête comme si je comprenais, comme si cela faisait une différence. Mais ce n'était pas le cas. Pas quand on vient de perdre la seule personne qu'on croyait vous connaître vraiment. Les funérailles ont été un flou. Un flou de vêtements noirs, de condoléances polies et de visages inconnus me disant à quel point mon mari avait été merveilleux. Je me suis accroché à Claire, ma meilleure amie depuis l'université, qui n'arrêtait pas de me tendre de l'eau que je ne buvais pas et de la nourriture que je ne pouvais avaler. Ce n'est que lorsque ma sœur Rachel est arrivée. Son parfum trop sucré, son étreinte trop longue. Quelque chose a bougé en moi. Je suis tellement désolé, ma chérie, a-t-elle murmuré, sa voix juste un peu trop douce. Thomas était comme un frère pour moi. Je voulais la croire. Je voulais vraiment, mais quelque chose dans la façon dont elle me regardait. Ce n'était pas du chagrin. Plus tard ce soir-là. Alors qu'elle se servait un verre dans ma cuisine, elle a dit, « Je sais que ce n'est pas le moment, mais Thomas m'a prêté de l'argent. J'espérais régler ça maintenant que tu es prise en charge. » Je l'ai regardé fixement. « Quel argent ?» ai-je demandé. Elle a cligné des yeux, puis a souri comme si j'étais idiote. « Oh, je suppose qu'il ne t'a jamais dit. » Quelque chose à l'intérieur de moi s'est tordu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de parcourir notre maison, touchant les meubles comme s'ils pouvaient me dire quelque chose. Les étagères, les parquets polis, la photo de mariage encadrée qui semblait soudain appartenir à des inconnus. C'est là que je les ai vus. Les clés de Thomas, toujours posées sur la table du couloir. Je les ai ramassées et elle était là. La clé que je n'avais jamais été autorisé à utiliser. Celle qui avait une forme différente des autres. La clé de son garage. J'en avais parlé une fois il y a des années. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans, avait-il dit en souriant. Juste des outils. De la graisse. Tu n'aimerais pas ça. Je n'ai pas insisté. Je n'insistais jamais. C'était ça notre mariage. Facile, confortable, et plein d'espaces silencieux où je n'étais pas censé entrer. Mais maintenant je n'avais plus rien à perdre. Le lendemain matin, j'ai roulé jusqu'au garage. Il était dans le vieux quartier industriel derrière une rangée de bâtiments délabrés aux toits rouillés et aux mauvaises herbes s'enroulant dans l'asphalte fissuré. Pas exactement le genre d'endroit où on s'attendrait à ce qu'un homme comme Thomas garde quoi que ce soit. Mais il venait ici une fois par semaine, tous les jeudis. Comme une horloge. Je n'ai jamais remis ça en question. La porte métallique était plus lourde que prévu. La clé a tourné avec un grincement réticent, et pendant un moment je suis resté là, terrifié par ce que je pourrais trouver de l'autre côté. Ça sentait la poussière et l'huile. J'ai cherché l'interrupteur, et puis j'ai figé. Ce n'était pas un garage. Ce n'étaient pas des outils, des boîtes ou des pièces de voiture. C'était un sanctuaire pour une vie dont je ne savais pas qu'elle existait. J'ai fait un pas lent à l'intérieur. Les lumières fluorescentes ont clignoté au-dessus de ma tête, projetant une lueur pâle sur la pièce la plus étrange que j'ai jamais vue. Les murs étaient couverts,
complètement couvert de photographies, d'articles de presse, de schémas dessinés à la main et de cartes de voyage. Sur un mur, des dizaines de photos imprimées étaient épinglées en rangées nettes, comme une sorte de collage obsessionnel, et chacune d'elles montrait Thomas, mais pas le Thomas que je connaissais. Sur ces photos, il ne portait pas ses costumes sur mesure habituels ou son comportement poli. Il avait l'air différent, détendu, jeans usés, chemise décontractée, cheveux en bataille. Son visage était plus doux, sa posture moins défensive. Et sur presque toutes les photos, il se tenait à côté d'une femme, la même femme. Elle était belle, plus jeune que moi d'au moins 10 ans, avec des cheveux noirs et des yeux vifs et intelligents. Ils étaient proches, trop proches, sa main sur son bras, son visage tourné vers elle avec un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Sur une photo, ils étaient à la plage, une autre dans un chalet de ski, puis une lors d'un dîner aux chandelles. Il y avait des horodatages écrits à la main au dos de certaines d'entre elles, il y a 7 ans. 5, 3, une datant d'il y a quelques mois seulement, août 2024. Celle-là m'a glacé le sang, car ce jour-là, j'étais à la maison, préparant son plat préféré, attendant son retour d'une réunion client. Et maintenant, je regardais une photographie de lui assis à côté de cette femme et d'un homme d'une trentaine d'années. Tous les trois souriaient comme une famille. Il y avait un nom griffonné faiblement au dos, de l'écriture de Thomas. Isabelle et Logan. Août 2024. Mes genoux ont flanché. J'ai cherché le bureau métallique au centre de la pièce pour me stabiliser. C'est là que j'ai vu les papiers. Des dossiers empilés haut. Virements bancaires, registres d'entreprise, lettres de firmes étrangères, documents fiscaux qui ne correspondaient à rien de ce que je savais de son entreprise. Et dans un dossier, un rapport médical. Mes yeux ont parcouru l'entête. Institut Cœur Croissant. Il était daté d'il y a moins de 2 mois. J'ai trouvé le nom complet de Thomas imprimé en haut, suivi d'un diagnostic que je pouvais à peine prononcer. Cardiopathie ischémique. Stade 3, risque d'arrêt cardiaque. Il le savait. Il savait qu'il mourrait. Il le savait. Et au lieu de me parler, au lieu de me préparer, au lieu même de faire allusion à la vérité, il a passé ses derniers jours à construire un monde secret avec une autre femme, une autre vie, un autre enfant. Parce que c'est ce que le jeune homme sur la photo devait être, leur fils. L'estomac me retournait. 15 ans. 15 ans. Je suis resté à ses côtés. Et maintenant, l'homme que j'ai enterré n'était pas mon mari. Pas vraiment. C'était un étranger. Un étranger qui m'avait regardé dans les yeux la nuit avant de mourir, m'avait tendu une boîte de velours contenant un collier de saphir, m'avait embrassé la joue et m'avait dit « Tu es la seule pour moi ». J'ai titubé vers la porte. Je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine était serrée, mon esprit tournait. Que étais-je censé faire de ça? Qui étais-je même maintenant? Une veuve? Oui. Mais de qui? C'est alors que je l'ai entendu. Des pas doux, hésitants, comme si quelqu'un ne voulait pas être entendu. Je me suis retourné rapidement, le cœur martelant contre mes côtes, et, debout dans l'embrasure, se tenait le jeune homme de la photo. Même cheveux noirs, même mâchoire anguleuse, mêmes yeux intenses, illisibles. Sa voix était calme quand il a parlé, mais mon pouls battait dans mes oreilles trop fort pour vraiment absorber les mots au début. « Vivian Lefebvre » a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. Je pensais que vous pourriez venir ici. Je suis Logan Dubois, a-t-il dit, entrant lentement. Thomas Lefebvre était mon père. Et juste comme ça, le sol a disparu sous moi. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit en premier. Peut-être rien. Peut-être suis-je resté là, serrant le bord du bureau comme si c'était la seule chose solide qui restait au monde. Logan s'est avancé, calme mais prudent, comme s'il savait que c'était un terrain fragile. Je l'ai regardé fixement, non pas seulement en le voyant, mais en cherchant. Il n'y avait aucun doute. Ses yeux, c'étaient ceux de Thomas. Même regard intense. Même silence qui en disait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Vous êtes vraiment son fils, ai-je finalement réussi à murmurer. Oui, a répondu Logan sans hésitation. Et je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que vous le découvriez comme ça. Depuis combien de temps saviez-vous pour moi, ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un souffle. Toute ma vie, a-t-il dit sans aucune trace d'excuse. Il ne m'en disait pas beaucoup, seulement qu'il était marié, que vous ne saviez pas pour moi. Il nous tenait très séparés.
Ma mère Isabelle a respecté cela. Elle n'a jamais voulu interférer. Mais après sa mort l'année dernière, les choses ont changé. Morte. Alors elle était partie, elle aussi. Tout comme Thomas. Je me suis assise dans la chaise poussiéreuse près du bureau. Mes jambes ne pouvaient plus me soutenir. Pourquoi êtes-vous ici, ai-je demandé. Pourquoi aujourd'hui? Logan a fouillé dans son sac à dos et en a sorti un document plié, jauni sur les bords. Il l'a tendu, et j'ai hésité avant de le prendre. C'est un brouillon de testament, a-t-il dit. Inachevé, non officiel. Mon père me l'a donné 2 semaines avant de mourir. Il a dit que l'officiel irait à vous, mais celui-ci, c'était juste au cas où. J'ai déplié le papier, et c'était là. L'écriture de Thomas, stable et familière, se courbant sur la page comme toujours sur les cartes d'anniversaire et les notes de dîner. Il n'était pas notarié, juste des lignes griffonnées divisant les actifs. Mention de Logan, une référence à une société dont je n'avais jamais entendu parler, Société Mercure du Sud, et une autre chose. Accès aux documents restant sécurisés dans le coffre du bureau. Code lié à l'objet personnel offert à V. J'ai figé. Objet personnel offert à moi. Le collier. Le collier de saphir qu'il m'a donné juste 2 nuits avant de mourir. Ce n'était pas juste un cadeau. C'était une clé. J'ai touché ma clavicule instinctivement, bien que le collier ne soit pas là. Je l'avais laissé à la maison, rangé dans sa boîte car il était trop lourd à porter. Maintenant, il semblait encore plus lourd. Qu'est-ce que Société Mercure du Sud, ai-je demandé, continuant de parcourir le document. Logan a pris une respiration. Une de ces firmes privées, non publiques, non déclarées. Il l'utilisait pour déplacer de l'argent à l'international. Après la mort de ma mère, j'ai commencé à creuser. Il y avait des virements que je ne pouvais pas tracer, des comptes offshore à mon nom que je n'ai jamais ouverts. Je pense qu'il essayait de sécuriser quelque chose pour vous, pour moi, pour nous tous. Ma bouche est devenue sèche. Pourquoi? Parce qu'il savait que le temps s'écoulait, a dit Logan doucement. Et parce qu'il ne faisait pas confiance aux gens avec qui il travaillait. J'ai levé les yeux. Quels gens? Le visage de Logan s'est assombri. Il n'a jamais dit de non, seulement que s'il lui arrivait quelque chose, quelqu'un viendrait chercher des informations, du levier, pour ce qu'il laissait derrière lui. Je me suis appuyé dans la chaise, mes pensées s'emballant, un deuxième coffre, une société dont je n'avais jamais entendu parler, un collier qui pourrait contenir un code, et un homme que j'avais aimé pendant 15 ans, qui avait construit un monde entier en dehors de moi. Vous dites qu'il y a plus, ai-je dit. Que le testament, les dossiers, les photos, tout ça n'était que le début. Logan a hoché la tête. Je pense qu'il a laissé des choses derrière lui, pas seulement pour nous, mais pour nous protéger. Je me suis levé lentement, mes jambes toujours instables, et j'ai regardé la pièce une dernière fois. Elle ne ressemblait plus à un sanctuaire. Elle ressemblait à des preuves et à un avertissement. Je dois rentrer chez moi, a dit ma voix. J'ai besoin de ce collier. Puis-je venir avec vous, a demandé Logan. Si vous me laissez faire. J'ai fait une pause, puis j'ai hoché la tête. Parce que je le veuille ou non, c'était maintenant notre histoire. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. Je ne pouvais pas. J'avais besoin d'espace pour penser, pour respirer. Alors, j'ai appelé Claire. En 20 minutes, j'étais sur son canapé, les mains serrées autour d'une tasse de thé. Je ne buvais pas. Le collier de saphir posé sur la table entre nous comme une grenade dégoupillée. Claire ne posait pas de questions. Elle n'en posait jamais. Pas avant que je ne sois prête. Et quand je lui ai finalement tout raconté, à propos du garage, des photos, de Logan, du testament. Elle n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Elle a juste murmuré, je suis tellement désolé, et a tendu la main pour la mienne. Mais je n'étais pas prête à pleurer. Je n'étais pas prête à m'effondrer. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de quelqu'un à blâmer. Alors, j'ai roulé jusqu'à l'appartement de Rachel. C'était un bâtiment plus récent dans le nord de la ville, un de ces développements de luxe avec parking souterrain, portail codé et service de conciergerie. Étrange pour quelqu'un qui s'était toujours plaint de ne pas avoir d'argent. Tandis que l'ascenseur montait, je pouvais sentir ma colère monter avec lui. Elle a ouvert la porte pieds nus, en pyjama de soie et un verre de vin à la main. Son maquillage était parfait. Ses cheveux coiffés comme si elle attendait de la compagnie. Eh bien,
si ce n'est pas ma sœur en deuil, a-t-elle dit avec un sourire suffisant. Venue inspecter l'héritage de la veuve. Arrête tes conneries, Rachel, ai-je claqué. Il faut qu'on parle. J'ai dépassé pour entrer dans le salon où une photographie encadrée a attiré mon regard. C'était elle et Thomas, riant, trinquant au champagne. L'estampille de la date dans le coin m'a retourné l'estomac. Il y a 5 ans. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je demandé, pointant le cadre. Rachel s'est approchée en se déhanchant, prenant une longue gorgée de son vin. Oh, ça, c'est une fête de fin d'année de l'entreprise. Tu étais trop fatigué pour venir, tu te souviens? Thomas a insisté pour que je l'accompagne. Elle l'a dit comme si de rien n'était. Comme si partager du champagne avec mon mari pendant que je restais à la maison à plier du linge était parfaitement normal. On s'est toujours si bien entendu, a-t-elle ajouté négligemment. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. À quel point exactement? Son sourire narquois a flanché. Je sais pour Isabelle, ai-je dit. Je sais pour Logan, pour le garage, la fausse entreprise, le testament. Je sais tout. Alors, s'il y a plus, dis-le-moi maintenant. Les yeux de Rachel se sont rétrécis. Elle s'est dirigée vers son bar, a rempli son verre, et a dit doucement, bien. Tu veux la vérité? Elle a posé le verre et a placé une main sur son ventre. Je suis enceinte, a-t-elle dit. Et c'est de Thomas. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Mon cerveau s'est juste arrêté. 10 semaines, a-t-elle poursuivi. Je l'ai découvert une semaine avant sa mort. Il le savait. Il a dit qu'il s'occuperait de tout. Il m'a même dit qu'il quitterait bientôt Isabelle. J'ai figé. Tu le voyais encore après la mort d'Isabelle? Rachel a haussé légèrement les épaules. Elle n'était jamais censée être permanente. C'est toujours moi qui suis resté. J'avais l'impression de flotter hors de mon corps. Les murs, les meubles, le bruit du réfrigérateur qui bourdonnait. Tout cela s'est estompé en bruit de fond. Tu as couché avec mon mari, ai-je murmuré. Rachel a haussé les épaules. Ne fais pas l'étonner. Tu avais ta petite vie parfaite, ta maison parfaite, tes dîners parfaits à 19h. Pendant ce temps, je me battais pour payer mon loyer, faisant des petits boulots sans avenir, écoutant maman nous comparer comme si j'étais une version ratée de toi. Puis Thomas a commencé à apparaître, offrant de l'aide, écoutant. Elle m'a regardé, ses yeux soudain vifs. Tu étais sa routine. J'étais son échappatoire. La gifle est arrivée avant que je ne réalise avoir levé la main. La tête de Rachel s'est tournée sur le côté. Son verre de vin s'est brisé sur le sol. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas hurlé. Elle a juste souri. Voilà la vraie Vivian, a-t-elle dit. Pas la femme guindée et parfaite. La femme qui vient de découvrir qu'elle vivait un mensonge. Je me suis détourné, respirant difficilement, les mains tremblantes. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je demandé, la voix plus basse maintenant. Parce que tu ne m'aurais jamais cru, a-t-elle dit. Tu as toujours pensé que j'étais jalouse. Et peut-être que je l'étais. Mais ça n'était pas à propos de toi. C'était à propos de moi qui obtenais enfin quelque chose pour moi-même. J'ai secoué la tête. Tu n'as pas juste pris quelque chose. Tu as tout volé. Elle s'est rapprochée, son expression soudain illisible. Dis ce que tu veux, mais ce bébé qui grandit en moi. Il ou elle est ta famille, que ça te plaise ou non. Ma gorge s'est serrée. J'ai voulu hurler, casser des choses, remonter le temps. Mais au lieu de ça, j'ai dit, j'honorerai ce que Thomas a laissé dans son testament. Pas pour toi, pour le bébé. Parce qu'ils n'ont pas demandé ce gâchis. Rachel a cligné des yeux. Sa voix s'est adoucie pour la première fois. Tu le penses? Je ne sais pas ce que je pense, ai-je murmuré. Mais je sais ceci. Je dois partir. J'ai marché vers la porte, ignorant le verre qui craquait sous mes chaussures. Mes doigts tremblaient en saisissant la poignée, ignorant Thomas l'a fait. Je n'ai pas répondu parce que je n'étais plus sûr. Je ne suis pas rentré à la maison cette nuit-là. Je ne pouvais pas supporter d'entrer dans cette maison avec sa vaisselle soigneusement arrangée et son lit intact. Au lieu de cela, je suis retourné chez Claire, serrant le collier de saphir dans mon poing comme s'il allait me brûler la peau. Elle n'a pas demandé où j'étais allé. Elle a juste ouvert la porte, a regardé mon visage et a dit, tu as besoin de dormir.
Mais je ne pouvais pas dormir. Pas quand chaque pièce de mon esprit s'effondrait. Le lendemain matin, Logan est venu me chercher dans sa voiture. Claire est venue aussi, a-t-elle insisté. Tu ne vas pas entrer dans le coffre secret de ton mari sans renfort, a-t-elle dit, jetant son manteau sur son épaule. Le bureau de Thomas était dans un immeuble de grande hauteur en centre-ville. Il avait toujours appelé ça juste un espace satellite quand je demandais. Un endroit pour des réunions privées, avait-il dit. Je n'y avais jamais mis les pieds une seule fois. Mais Logan avait une carte d'accès. Je suis listé comme copropriétaire, a-t-il dit, nous faisant passer la sécurité. La réceptionniste a à peine levé les yeux. Thomas avait construit une vie tellement compartimentée qu'elle n'avait jamais eu besoin d'explications. Le trajet en ascenseur a semblé durer des années. Au 14e étage, Logan nous a conduits à un bureau au mur de verre avec des meubles modernes froids et aucune trace de chaleur. Pas une seule photo de moi, aucune mémoire encadrée, juste des surfaces lisses, des murs gris et une subtile odeur d'eau de Cologne que je n'avais jamais sentie auparavant. Là, Logan a pointé une grande peinture abstraite montée derrière le bureau. Les coffres sont derrière ça. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le collier. Mes doigts ont trouvé le petit fermoir. J'ai tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Clic, un compartiment caché s'est ouvert au dos du pendentif en saphir. À l'intérieur, une fine plaque métallique pas plus grande qu'une carte SIM. Des chiffres étaient gravés le long du bord. Logan l'a prise soigneusement et l'a glissée dans le clavier du coffre. Un léger bip, puis un sifflement. La porte s'est ouverte. À l'intérieur se trouvaient des piles de documents, une clé USB noire élégante, une petite boîte en bois et une seule clé argentée attachée à une étiquette qui disait « Coffre-fort de Banque fiduciaire fédérale ». Logan a sorti les documents. Contrat, virement, relevé financier. Certains de ces noms, ce sont des banques internationales. Il ne cachait pas seulement de l'argent, il le déplaçait offshore, rapidement. J'ai pris la clé USB, mais ne l'ai pas branchée. Pas encore. Puis j'ai ouvert la petite boîte en bois. C'était une bague, un simple anneau en or avec un petit diamant. Ma respiration s'est coupée. Ce n'était pas la mienne. À l'intérieur de l'anneau, une inscription. N toujours. Pavé. Pas moi. N pour Isabelle. Jésus, a murmuré Claire à côté de moi. Logan a regardé ailleurs, la mâchoire serrée. Il lui a acheté une bague, ai-je dit, ma voix à peine audible. Il allait la demander en mariage. Ou peut-être qu'il l'avait déjà fait. Je ne pouvais pas bouger, pas parler, pas pleurer. Parce que là, dans le silence froid du bureau de mon mari décédé, j'ai réalisé la vérité que je n'avais pas osé nommer. Il l'aimait. Il m'aimait peut-être aussi à sa manière. Mais elle a eu la partie de lui qui était réelle. La partie qui souriait sur les photographies, qui partait en vacances, qui riait. Et le reste était une performance. Un mari poli avec dîner à 19h, rose le dimanche, et un coffre plein de secrets. Puis Logan m'a tendu une lettre soigneusement pliée. Mon nom sur le devant. Je l'ai déplié d'une main tremblante. Vivian, si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti. Je suis désolé. Je n'ai jamais eu le courage de te dire la vérité, de dire à voix haute ce que j'aurais dû dire il y a des années. J'étais égoïste. J'ai construit 2 vies parce que je ne pouvais renoncer à aucune. Et à la fin, cela m'a coûté cher. Je t'ai aimé. Je sais que cela semble vide maintenant. Peut-être l'a-t-il toujours été, mais je t'ai aimé de la seule manière que je connaissais. Je voulais que tu aies la paix, que tu sois en sécurité. C'est pourquoi je t'ai laissé les papiers, l'accès, la vérité. Utilise-les comme tu l'entends. Brûle-les, enterre-les, ou expose tout. C'est ton choix maintenant. Pardonne-moi si tu peux. Sinon, je comprends. Thomas. J'ai fixé la page jusqu'à ce que les mots se brouillent. Puis je l'ai passé à Claire. Elle l'a lu en silence, puis l'a donné à Logan. Il n'a rien dit. Aucun d'entre nous n'a demandé, car que restait-il à dire? L'homme que nous pensions tous connaître s'était brisé comme du verre. Et tout ce que nous pouvions faire maintenant, c'était décider quoi faire des éclats. Nous avons quitté le bureau en silence. Le genre de silence qui ne vient pas de la paix, mais de l'absence de tout ce qui restait à dire. Claire a conduit. Logan s'est assis à côté de moi,
et j'ai regardé par la fenêtre, observant Charleston se fondre dans une palette de gris automnal. Mon mari décédé avait vécu une vie que je n'avais jamais touchée. Maintenant, nous tenions les morceaux de celle-ci dans nos mains, et nous ne savions pas qui d'autre regardait. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir sur le canapé-lit de Claire, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Vivian Lefebvre, a dit une voix d'homme. Oui, ai-je répondu, déjà sur les nerfs. C'est Gordon Blanc. J'étais un associé commercial de votre mari. L'estomac m'est tombé. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, vous savez, a-t-il dit, calme comme de l'eau stagnante. Les documents du coffre. Certains d'entre eux concernent des virements internationaux, des comptes que j'ai aidé à mettre en place. Je suggère que nous nous rencontrions. Je ne rencontre personne. Vous le ferez, a-t-il dit, parce que les autres personnes avec qui Thomas travaillait, elles ne sont pas aussi polies que moi. Elles ne demandent pas. Il a raccroché. J'ai fixé le plafond pendant longtemps, le cœur battant la chamade. Au matin, j'ai raconté à Logan. Sa mâchoire s'est crispée tandis qu'il faisait les 100 pas, il m'a contacté aussi, a-t-il dit. Mais il y a plus. Hier soir, quelqu'un d'autre a appelé. Il m'a tendu un bout de papier. Victor Delacroix. Il prétend être la source originale des fonds que Thomas a déplacés. Il a dit, si nous ne rendons pas tout d'ici la fin de la semaine, il y aura des conséquences. Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. Je n'en avais pas besoin. Logan a sorti la clé argentée du coffre. Nous avons toujours le coffre de dépôt, a-t-il dit. Ce qu'il y a dedans pourrait aider à expliquer qui possède vraiment quoi. Mais voulons-nous vraiment ouvrir une autre boîte, ai-je demandé, essayant de ne pas laisser ma voix craquer. Et si tout ce que ça fait, c'est d'aggraver les choses. Claire s'est assise à côté de moi. Alors au moins, tu sauras. Alors ne pas savoir, c'est ça qui te tue. Elle avait raison. Alors nous avons fait un plan. D'abord, la banque. Ensuite, si les choses n'avaient toujours pas de sens, nous trouverions quelqu'un qui pourrait nous dire la vérité. Thomas devait avoir une roue de secours, un contact, quelqu'un qui savait dans quoi il était impliqué. C'est alors que Logan a dit, il y a un nom que ma mère a mentionné une fois. Édouard Martin, le vieil ami de collège de papa. Elle disait que c'était le seul qui ait jamais dit la vérité à Thomas, même quand il ne voulait pas l'entendre. Savez-vous où il est? Je crois que oui, a dit Logan. Maman avait son adresse à Savannah. Elle l'a gardée dans une boîte de contact d'urgence. Alors, nous avons roulé, un trajet de 2 heures dans le silence, la pluie striant le pare-brise comme des traces de mémoire. Savannah nous a accueillis avec des chênes, de l'air humide et le genre de calme que seules les vieilles villes semblent porter. Édouard habitait une haute maison en briques couverte de lierre, comme sortie d'un roman oublié. Il a ouvert la porte lentement. « Vous êtes Vivian » a-t-il dit sans hésitation. « Et vous devez être Logan. »« Vous saviez que nous viendrions » ai-je demandé. Il a hoché la tête. Thomas a dit, « Si tout s'écroule, ils te trouveront. » Il a reculé. Entrez. À l'intérieur, sa maison sentait le papier et la pipe. Des étagères couvraient les murs. Un piano était dans un coin, intouché, mais poli. Il nous a invités à nous asseoir. Puis il a disparu dans une autre pièce et est revenu avec une enveloppe scellée. Il a laissé ceci avec moi, a dit Édouard. Cela ne devait être ouvert que si vous vous présentiez tous les deux ensemble. J'ai regardé Logan. Il a hoché la tête. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une courte lettre manuscrite et un deuxième testament. Celui-ci était différent. Il nommait l'enfant que Rachel portait. Il attribuait 25% des économies privées offshore non spécifiées de Thomas à l'enfant une fois qu'il aurait 21 ans. J'ai senti le sang quitter mon visage. Il avait tout prévu, même ça. Et avec cela, j'ai réalisé que nous étions au centre d'une tempête que Thomas avait construite brique par brique. Et maintenant, c'était à nous de la surmonter. J'ai de nouveau fixé le testament, le nom, enfant à naître de Rachel Carter, 25% à être détenu en fiducie jusqu'à l'âge de 21 ans. Ce n'était pas l'argent qui me stupéfiait. C'était la précision. Thomas avait prévu cela, tout cela. Même après la mort, il avait toujours 3 coups d'avance. Pourquoi nommerait-il le bébé, mais pas Rachel, ai-je demandé à Édouard. Parce qu'il faisait confiance à l'enfant, a dit Édouard doucement.
pas à la mère. Logan s'est agité sur sa chaise. Cela change tout. Cela signifie que Rachel ne peut pas toucher cet argent. Pas légalement. J'ai baissé les yeux sur le deuxième testament. Et si elle essaie? Édouard a hoché la tête vers la clé USB. Alors vous utilisez ça. D'après ce que Thomas m'a dit, elle contient des registres détaillés de chaque virement, de chaque partenaire, de chaque crime qu'ils ont commis pour construire cette chose. S'ils vous poussent, vous repoussez. Claire a expiré à côté de moi. Vous avez du levier. Pour la première fois depuis la mort de Thomas, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas comme la femme à qui on avait menti, trompé, et laissé avec des morceaux brisés. Je me sentais comme la seule à détenir le plan, et c'était un pouvoir. Logan s'est penché en avant. Vivian, je pense qu'il est temps d'arrêter de réagir. Nous devons agir avant que Gordon ou Delacroix ne le fassent. J'ai hoché la tête lentement. Nous allons à la banque. Nous sommes rentrés à Charleston avant midi. Le bâtiment de la Banque fiduciaire fédérale était niché entre un cabinet d'avocats et un site historique. Discret et sans prétention. Le genre d'endroit devant lequel vous passeriez 100 fois sans le remarquer, jusqu'à ce que cela compte. Claire est restée dans la voiture. Envoie un SMS si ça devient bizarre, a-t-elle dit. Et s'il ne te laisse pas entrer, pleure. Personne ne dit non à une femme qui pleure à la banque. Logan a souri à ça. Moi non. À l'intérieur, le responsable du coffre a regardé la clé argentée, a vérifié ma pièce d'identité, et a levé un sourcil. Cela fait des années que personne n'a accédé à ce coffre, a-t-il dit. Il était enregistré sous un écran corporatif, Société Mercure du Sud. Il nous a conduits au sous-sol, passant des couches de portes de sécurité et de béton. L'air est devenu plus froid. Le silence plus épais, et puis nous étions seuls avec le coffre de dépôt sécurisé. Il m'a tendu des gants. Procédure standard, a-t-il dit. Nous vous laisserons de l'intimité. La porte s'est refermée derrière nous. Mes doigts ont hésité au-dessus de la serrure. Prête, a demandé Logan. Non, mais je l'ai fait quand même. La clé a tourné doucement. La boîte a glissé. À l'intérieur, pas d'argent liquide. Pas de passeport. Pas de téléphone jetable. Pas de pile de billets introuvables, juste un dossier en manille et une photographie. La photo montrait Thomas, Logan et Gordon Blanc debout devant un SUV noir, bras croisés, riant, et derrière eux, Victor Delacroix. J'ai fixé la photo pendant longtemps. Ce n'étaient pas seulement des associés commerciaux, ai-je dit. C'était une équipe. Logan a ouvert le dossier. Des dizaines d'accords signés, enregistrement de société écran, pot de vin, et un document marqué assurance chantage Delacroix en caractères rouge-gras. Ce n'était pas seulement un levier, c'était une arme chargée. Thomas a gardé des preuves, ai-je murmuré, de tout. Et à ce moment-là, j'ai compris. Il ne m'avait pas seulement laissé un gâchis. Il m'avait laissé une arme. Maintenant, c'était mon choix sur qui la pointer. Nous ne sommes pas rentrés à la maison. Nous sommes allés voir l'avocat. Il s'appelait Marcus Bernard, et il avait représenté la succession de mon père il y a des années. Direct, discret, et allergique au drame. Je lui ai presque tout raconté. Pas sur la liaison, pas sur Rachel, juste les parties qui importaient légalement, les documents, les menaces, les comptes offshore. Il n'a pas scié. Voulez-vous porter plainte, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Je veux une assurance. Il a hoché la tête. Alors nous allons tout copier numériquement, physiquement. Stocker des sauvegardes dans 3 endroits. Un ici, un avec vous, et un avec quelqu'un qui ne vous est pas lié. Je connais la personne idéale, a dit Claire, souriant d'un air sombre. Nous avons passé des heures à scanner des dossiers. Thomas avait tenu des registres méticuleux, noms, dates, journaux de virement, fausses factures. Ce n'était pas seulement des affaires louches. C'était une entreprise criminelle, internationale. Et Thomas étant parti, il pensait que les preuves avaient disparu. Il se trompait. À la fin de la journée, Marcus avait rédigé une lettre simple. J'ai ajouté une ligne en bas, de ma propre écriture. Essayez-moi, VL. Nous l'avons envoyé au bureau de Gordon Blanc par coursier. Il a appelé en 15 minutes. Vous croyez ma ligne, a-t-il sifflé dans le téléphone. Vous êtes dépassé. Non, ai-je répondu calmement.
C'est vous qui l'êtes, parce que le prochain appel que je fais, c'est à l'administration fiscale, et après ça, à Interpol. Il y a eu une pause, puis un rire. D'accord, a-t-il dit. Qu'est-ce que vous voulez? Rien, ai-je dit. Je veux juste que vous arrêtiez. Pas d'appel, pas de menaces, pas d'avertissement nocturne. Vous me touchez, moi ou quelqu'un que je connais, et le dossier devient public. Chaque fichier, chaque signature. Vous ne voulez pas de ce genre d'ennui. J'ai déjà ce genre d'ennui, ai-je dit. La différence, c'est que je n'en ai plus peur. Il a raccroché. 2 heures plus tard, Victor Delacroix a appelé. Son ton était différent, doux, poli, comme un homme habitué à se frayer un chemin à travers les portes verrouillées par son charme. Vivian, a-t-il dit, comme si nous étions de vieilles amies. J'ai entendu parler de vos découvertes. Je pense que nous partons du mauvais pied. Il n'y a pas de pied, ai-je dit. Juste votre signature sur une douzaine de virements illégaux. Il a ri doucement. Tout hypothétique, bien sûr. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai dit, je sais que vous pensez pouvoir gérer ça, mais voici le problème, monsieur Delacroix. Je n'ai aucune réputation à perdre, aucune entreprise à protéger. Il ne me reste rien de la vie que je connaissais, et cela me rend très, très dangereuse. Cela l'a fait taire. J'ai mis fin à l'appel. Logan et moi nous sommes assis sur le porche de Claire ce soir-là, la clé USB dans sa poche, une copie du dossier enterrée dans la jardinière derrière nous. Paranoïa peut-être, mais quand on a été menti par la personne en qui on avait le plus confiance, la paranoïa commence à ressembler à de la survie. Je ne savais pas qu'il était capable de tout ça, a dit Logan doucement. Ma mère, elle disait toujours qu'il était compliqué. Mais je croyais qu'elle voulait dire triste, pas corrompu. Il était les deux, ai-je dit, et peut-être plus. J'ai regardé les étoiles, froides et stables au-dessus de nous. Nous n'avons pas encore fini, ai-je dit. Il y a encore une chose que nous n'avons pas ouverte. Logan a froncé les sourcils. Quoi? La clé USB. La clé USB était petite, noire, non marquée, comme si elle n'avait rien à dire à moins qu'on ne demande de la bonne manière. Nous ne l'avons pas ouverte cette nuit-là, ni le lendemain matin. Cela m'a pris 2 jours. 2 jours pour me préparer à quelle que soit la vérité qui m'attendait encore. 2 jours à répéter mes réactions comme si pratiquer allait rendre la trahison moins cuisante. Logan s'est assis à côté de moi sur le canapé. Claire a encore apporté du thé. Personne n'a dit un mot quand je l'ai branché. Un seul dossier est apparu, pour Vivian. À l'intérieur, un seul fichier vidéo daté juste 10 jours avant la mort de Thomas. Mes doigts ont hésité, puis ont cliqué. L'écran est devenu noir, puis a clignoté. Thomas, pas celui que j'avais vu sur les photos de mariage ou assis en face de moi au dîner. Ce Thomas avait l'air creux, les yeux fatigués, la chemise froissée comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Il s'est penché en avant. Vivian, a-t-il dit. Si tu regardes ça, ça veut dire que je n'ai pas réussi. Ou peut-être que je n'ai pas eu le temps. Il a soupiré et s'est frotté le visage. Il n'y a pas de façon facile de dire ça, alors je vais juste le dire. Tu n'as jamais été celle dont j'avais besoin de cacher des choses. Tu étais celle que je voulais protéger, mais j'ai attendu trop longtemps. Et maintenant tout se referme sur moi. Il a fait une pause. Il y a quelqu'un dont tu dois te méfier. Quelqu'un en qui tu as plus confiance que tu ne devrais. Mon cœur a ralenti. Il a regardé droit dans la caméra. C'est Rachel. La pièce s'est figée. Elle n'était pas juste quelqu'un avec qui j'ai fait une erreur. Ce n'était pas si simple. Elle a planifié ça depuis le début. La grossesse n'était pas un accident. La nuit où je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer comme ça. Elle a changé. A dit que si je la quittais, elle rendrait l'argent public, avec les comptes fictifs, avec tout ce que j'ai enterré pour te garder en sécurité. Il s'est penché plus près. Je pense qu'elle a tué Isabelle. Ma bouche est devenue sèche. Je ne peux pas le prouver, a dit Thomas. Mais le timing était trop parfait. Isabelle venait de faire ses bagages, m'avait dit qu'elle avait réservé un vol aller simple pour Lisbonne. Puis l'accident de voiture, véhicule seul, pas de témoin. Les freins ont lâché, ont-ils dit, mais elle avait fait entretenir la voiture la veille. Il a regardé dans la caméra, sa voix tremblant. Rachel savait qu'elle était enceinte.
Isabelle non. C'est ce qui a tout changé. Un accident, ont-ils dit. Pas de crime, mais Rachel savait qu'elle était enceinte. Et Isabelle non. Claire a couvert sa bouche. Les poings de Logan se sont serrés. J'ai essayé de rectifier le tir, a dit Thomas. J'ai déplacé l'argent, créé des sauvegardes, m'assurer que s'il m'arrivait quelque chose, tu aurais le pouvoir. Je suis désolé qu'il ait fallu autant de dégâts pour que je fasse enfin ce qu'il fallait. Il a détourné le regard, puis est revenu. J'étais faible. Mais toi, tu ne le es pas. Et si tu veux te retirer de tout ça, fais-le. Prends ce qui est à toi et laisse-les dans la poussière. Mais si tu ne le fais pas, si tu décides de te battre, ne le fais pas seul. L'écran s'est figé, puis est devenu noir. Je suis restée assise, immobile, pendant ce qui m'a semblé des heures. Il le savait. Il savait de quoi Rachel était capable. Il savait ce qui allait arriver. Et pourtant, il a essayé de contrôler le récit. Même dans la mort, peut-être par culpabilité, peut-être par peur. Mais maintenant, il m'avait donné la vérité. Et il était temps de décider quoi en faire. Rachel ne savait pas que j'avais vu la vidéo. Pas quand je l'ai invitée à prendre le brunch. Pas quand je l'ai serrée dans mes bras à la porte, lui disant combien elle me manquait. Que nous devrions reparler comme de vraies sœurs. Elle a souri comme une femme qui pensait avoir gagné. Elle portait une robe bleu pâle qui moulait parfaitement son ventre. Il donne des coups de pied quand je bois du jus d'orange, a-t-elle dit en riant, frottant sa main sur son ventre arrondi. J'ai souri aussi, mais pas avec mes yeux. Nous nous sommes assises sur le porche de la maison de Claire. Logan est resté à l'intérieur. Claire a versé du thé sucré et nous a laissés seuls. Je suis contente que tu aies tendu la main, a dit Rachel, croisant soigneusement les mains sur ses genoux. J'avais peur que tu sois en colère. Pourquoi serais-je en colère, ai-je demandé doucement. Parce que mon mari couchait avec ma sœur ou parce qu'il t'a laissé une partie de l'héritage. Rachel a cligné des yeux. C'était la première fissure. Elle s'est agitée sur sa chaise. Vivian. C'est difficile pour nous deux. Thomas était confus, déchiré. Mais il vous aimait. Non, ai-je interrompu. Il ne m'aimait pas. Il me plaignait. Rachel a tressailli. Je me suis penché en avant et il te craignait. Son visage s'est figé. J'ai posé la clé USB entre nous. Les lèvres de Rachel se sont entr'ouvertes juste légèrement. Je sais pour les comptes, la manipulation. Je sais qu'il prévoyait de vous quitter. Et je sais pour Isabelle. Elle n'a pas scié, n'a pas bougé, a juste dit. Tu ne peux rien prouver. Vous avez raison, ai-je répondu. Mais je n'ai pas à le faire. Elle a froncé les sourcils. Je me suis levé. Parce que je n'irai pas au tribunal. Je ne porterai pas plainte. Je ne me battrai pas pour qu'un système judiciaire à moitié cuit arrange ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je vais m'en aller et vous laisser ici avec tout ce que vous pensiez vouloir. L'argent, l'enfant, les mensonges. Rachel s'est levée aussi. Tu penses que ça me fait peur? Non, ai-je dit, mais ça le fera. Puis je me suis tourné et suis entré, là où Logan attendait. Plus tard cet après-midi-là, j'ai rencontré à nouveau Marcus Bernard, lui ai remis la clé USB, une déclaration sous serment signée, et une instruction. Si quelque chose m'arrive, ça va à la presse. Tout. Puis je suis rentré chez moi, dans la maison que j'avais autrefois partagée avec Thomas. C'était calme maintenant. Immobile. J'ai parcouru chaque pièce, touchant les dossiers des chaises, les cadres de porte, les fissures dans la planche du plancher que nous n'avions jamais réparées. J'ai ouvert le placard, fait une valise, laissé le reste. Quand je suis arrivé au garage, j'ai fermé la porte derrière moi. Non pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que je ne reviendrai pas. Une semaine plus tard, j'ai embarqué dans un vol pour le Colorado. Air frais, nouveau nom sur le bail, un petit chalet près des montagnes. Pas de secret, pas de coffre, plus de faux semblants. Juste moi, Vivian Lefebvre, veuve, survivante.